Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Parmi les fleurs d'eau, de terre, d'herbe ou d'arbres, nombreuses sont dignes d'amour. Sous la dynastie Qing, Tao Yuanming n'aimait que le chrysanthème. Depuis les temps, le peuple chérit la pivoine. Quant à moi, je n'aime que le lotus. Il naît de la boue sans jamais en être souillé, baigné d'ondes lipides et ne cherche point à séduire. Loyal en son cœur, droit en son bord, il ne rampe ni ne s'étale. Plus qu'on s'en éloigne, plus son parfum se fait pur. Digne et élégant, il s'élève dans une noble retenue. On peut l'admirer de loin, mais non sans jouer à sa guise. Je dis que le chrysanthème est le reclus des fleurs, la pivoine l'emblème des riches, et le lotus la fleur du sage au cœur noble. Hélas, depuis Tao Yuanming, l'amour du chrysanthème se fait discret, et l'amour du lotus est-il d'autre que moi pour le porter? Ah, mais l'amour de la pivoine abonde parmi les gens. Chers amis francophones, non, vous ne vous êtes pas trompé d'émission. Vous êtes bien à l'écoute de l'heure des musées, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'art et à la culture et aux coutumes chinoises. Après notre série sur les célébrations du temps cyclique, nous entamons aujourd'hui un nouveau cycle d'éducation des Hagues, les fils impériaux mandchous. En introduction, vous avez entendu un extrait de En louant le lotus de Zhou Dunyi, texte que le jeune Hong Li, futur empereur Qianlong, récita devant son grand-père, l'empereur Kangxi, gagnant ainsi sa faveur. Influencé par le confucianisme, la dynastie Qing accorda une attention rigoureuse à la formation de ses princes, alliant culture chinoise classique et tradition mandchoue. Cette éducation visait à garantir la stabilité de l'empire et à façonner ses futurs souverains. Notre nouvelle série, l'éducation des Hagues, explorera en profondeur cette tradition, ses enjeux politiques et ses implications culturelles. Étudiée dans le froid et l'ombre sans que nul ne le sache. Cette image semble dépeindre fidèlement la vie studieuse, exigeante et solitaire des élèves assidus d'hier comme d'aujourd'hui. Pourtant, même les jeunes princes mandchous, nés dans le faste du palais impérial, une cuillère d'or à la bouche, n'échappait pas à une éducation rigoureuse, tant sur le plan littéraire que martial. Leur quotidien d'apprentissage était, semble-t-il, loin d'être aussi aisé qu'on pourrait l'imaginer. Le terme hague désignait à l'époque Qing les fils de branches proches de la famille impériale. Après leur installation en Chine centrale, les Mandchous furent profondément influencés par la pensée confucéenne et commencèrent à accorder une grande importance à l'éducation des Hagues, afin de former à la fois les futurs héritiers du trône et les élites capables de gouverner l'empire. Cette attention portée à l'instruction contribua à asseoir durablement le pouvoir mandchou. Mais à quoi ressemblait réellement la vie scolaire des jeunes Hagues sous la dynastie Qing? Quel savoir leur était transmis au sein des salles de classe impériales qui étaient les maîtres chargés de les accompagner au quotidien? Quels pédagogues, devenus leurs mentors à vie, ont profondément marqué leur parcours? Et quelle influence ces enseignants ont-ils exercé sur la formation des futurs souverains? Cette série s'articule autour de 4 volets.
À l'école, les Hagues. L'emploi du temps des Hagues, les maîtres des Hagues et les créations des Hagues. À travers les archives et précieuses pièces conservées au Musée national du Palais de Taipei, elle invite le public à découvrir la réalité de la vie scolaire des jeunes princes impériaux sous la dynastie Qing. Premier volet, à l'école, les Hagues. L'empereur Qianlong commença ses études à l'âge de 6 ans. À 12 ans, il rencontra pour la première fois son grand-père, l'empereur Kangxi, au pavillon des pivoines du Yuanmingyuan. Ce jour-là, il sut réciter avec aisance l'intégralité de l'essai en louant le lotus de Zhou Duanyi, 1017 à 1073. Ce qui toucha profondément l'empereur Kangxi, séduit par les talents précoces de son petit-fils. Kangxi décida de l'accueillir au palais et de veiller personnellement à son éducation, préparant ainsi celui qui deviendrait plus tard son successeur. Maître dans les arts civils comme dans les disciplines martiales, l'empereur Qianlong se distingua par une érudition remarquable. Il composa tout au long de sa vie plus de 40 000 poèmes, témoignant d'une culture d'une rare profondeur. Une telle réussite ne peut qu'éveiller la curiosité. Quelle éducation recevaient donc les jeunes princes mandchous nés au sein de la famille impériale? L'éducation des héritiers du trône fut de tout temps un enjeu majeur pour les dynasties chinoises, qui y voyaient une condition essentielle à la prospérité et à la stabilité de l'État. Sous la dynastie Qing, l'enseignement dispensé aux Hagues associait l'assimilation de la culture Han, fondée sur la vénération du confucianisme et du rituel, au maintien des traditions fondamentales mandchoues, notamment la langue mandchoue et la pratique équestre et martiale. Les Hagues recevaient une éducation rigoureuse dès leur plus jeune âge. D'après le volume 4 du Yangqi Zhai Cong Lu, recueil de rituels et cérémonies impériales, regard sur la culture des Qing. L'espace dédié à l'instruction des princes était appelé Shangshu Fang, traduit parfois par pavillon des hautes écritures. L'expression Shangshu Fang apparaît pour la première fois sous le règne de Kangxi en 1686. À l'époque, ces salles d'études étaient disséminées dans divers lieux du palais, notamment dans le pavillon Nanxun, la galerie de l'Ouest, la résidence Zhaoxiang ou encore le palais Xianfu. Mais c'est sous le règne de l'empereur Yongzheng, avec la mise en place du système de succession secrète, que le Shangshu Fang situé à l'intérieur de la porte de Qianqing, devant l'école fixe des Hagues. Le système du Shangshu Fang fut conservé jusqu'à la fin de la dynastie Qing. Merci de vous référer à l'image 1. Carte de la cité impériale, des palais et des bureaux de gouvernants. 1. Le Shangshu Fang, situé à l'intérieur de la porte de Qianqing, était le lieu d'étude des Hagues. Lorsqu'il n'était pas occupé par les affaires de l'État, l'empereur pouvait à tout moment s'y rendre pour observer les cours dispensés aux princes impériaux. 2. Le palais Yuqing, à l'est du palais Qianqing, fut spécialement construit sous le règne de Kangxi pour le prince héritier Yongren. À partir du règne de Yongzheng, il devint le lieu d'étude des Hagues. Plusieurs princes et futurs empereurs y étudièrent. Le palais Yuqing servit également le lieu d'étude pour les empereurs Tongzhi et Guangxu. 3. Le pavillon de tir à l'arc, Jianting, également appelé salle de tir, Shedian, se trouvait à l'extérieur de la porte de Jingyun. Dans la partie est de la cité interdite, devant ce pavillon s'étendaient de vastes terrains plats,
où le Hague s'entraînait à l'équitation et au tir à l'arc. Cette esplanade servit aussi de lieu d'examen militaire pour les lettres militaires promus, qui y démontraient leurs compétences à cheval, au tir à l'arc et à la maîtrise d'autres armes. C'était l'heure des musées, une émission conçue et présentée par Miao Yonghua en direct depuis Taipei, Taïwan.